Et c'est Tipar. Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live. Ça fait un petit moment que j'avais pas streamé. Donc la semaine dernière c'était relâche puisque c'était le lundi de Pentecôte. Et il y a 2 semaines, le stream était prévu, mais il y a eu quelques petits soucis, on va dire, à la maison d'ordre organisationnel. Donc il a fallu que j'annule le live que j'avais prévu, notamment sur ce dont on va parler aujourd'hui. Donc comment construire un petit dépôt Debian, puisque le live précédent, je vous avais montré un petit peu comment construire des paquets Debian. Et bien cette fois-ci, je vais vous montrer comment on va construire un petit dépôt Debian qui vous permettra de partager vos paquets tranquillement, soit pour votre usage, soit pour les partager à qui on voudra. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Salut Stéphane, salut Denis, salut Emma, salut Sylvain, salut Laurent, salut tout le monde. Je vois qu'il y a déjà quand même pas mal de gens connectés sur le chat. Salut Dominix, qui est-ce que je vois? Salut Fixou, Metal Amstrad, je te salue. Il y a pas mal de monde, hein. Finalement c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que cette fois-ci que vous êtes sortis bien reposés de ce long tunnel du mois de mai avec de nombreux jours fériés. Donc ça a été plutôt pas mal, pas trop désagréable ma foi, on va dire. Et je ne sais pas si l'ami Thierry Titi Moby stream juste après, donc on verra si on fait un raid pour aller le rejoindre. Toujours est-il, c'est que donc aujourd'hui, on va reprendre les bonnes petites habitudes. On va commencer par les news du noyau Linux et puis après, je vous montrerai comment on construit un dépôt Debian. Eh ben, allons-y, partons tout de suite sur les news du noyau Linux. Donc, le noyau Linux 6.10 RC1. Donc, la dernière fois que l'on s'était parlé en live, on était sur le point de réaliser la version 6.9 finale, donc qui est sortie il y a 2 semaines, si je ne m'abuse. Donc le jour où j'étais censé faire mon dernier live. Donc cette version a été réalisée, on a eu la petite semaine de battement habituelle et la 6.10 RC1 est sortie donc hier. Donc ce que en dit Linus Torvald, c'est que voilà, ça y est, la merge window, la fenêtre de merge est partie, elle est lancée. A priori, c'est une fenêtre de merge qui est plutôt de taille raisonnable, comme d'habitude, je dirais. C'est plutôt stable en ce moment. Ça fait au moins 3 versions du noyau Linux où les fenêtres de merge sont plutôt stables en termes de volumétrie de code pushé. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a des petites choses qui sont à noter. Alors, il n'y a pas de grosses nouveautés concernant les file systems de ce que nous dit Linus, ce qui est plutôt différent des versions précédentes où il y avait quand même des gros patchs, des grosses améliorations au niveau des file systems, notamment ext4fs, il y avait bcachefs et là il nous reparle un petit peu de xfs. Du mode online de XFS, le repair online qui fonctionne. bcachefs, a priori il y a des petits fixes qui passent, mais rien d'incroyable. Et puis évidemment il y a les améliorations assez traditionnelles et les évolutions au niveau des pilotes de périphériques. Ce qui est à noter sur la version 6.10 donc qui va arriver une fois que la fenêtre de merge sera terminée, c'est qu'il va y avoir, il faut noter qu'il va y avoir pas mal d'améliorations sur tout ce qui est support des CPU Intel et AMD. Il y a pas mal de petits fixes et de petites améliorations sur tout ce qui est support notamment des AMD Ryzen et notamment des APU Ryzen. Ce qui est à noter aussi, c'est la version 2 du Network File System de NFS est désactivée par défaut maintenant. Donc ça veut dire c'est version 3, version 4 qui est activée par défaut. La V2 est par défaut désactivée. Et il y a une autre chose dont je voulais vous parler. Ah oui, et puis c'est le retrait d'une architecture historique. La 6.10 annonce le retrait de l'architecture historique DEC Alpha, donc de Digital Equipment, tout ce qui est les CPU Alpha des années 90, début des années 2000, qui est officiellement retiré du noyau. Voilà, donc c'est une part de l'histoire qui s'en va aussi. Et donc voilà, bon, je vous avais parlé notamment
de l'Itanium qui avait été retiré il y a peu de temps, bah là c'est autour de l'architecture alpha. Comme dit Dominique, c'est pas jeune tout ça, hein, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'architecture alpha était quand même une architecture très très en avance sur son temps au moment où elle est sortie. Je rappelle que lorsque Digital Equipment a été racheté par Compaq fin des années 90, Compaq a récupéré cette propriété intellectuelle qu'ils ont revendue à HP. Et HP, ne sachant pas trop quoi en faire, étant plutôt parti sur de l'Itanium, et Intel étant totalement dans la panade avec la conception de l'Itanium, premier du nom notamment, et qui avait des performances assez désastreuses et qui était vraiment pas du tout, c'était pas une architecture complètement sèche, on va dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que HP a revendu la propriété intellectuelle de l'Alpha à Intel, et bizarrement, une poignée de mois après, l'Itanium 2 est arrivé avec des choses qu'on a retrouvées dans l'Itanium en termes d'architecture CPU qui sont directement issues de l'architecture Alpha. Ça a permis donc de faire un bond assez spectaculaire en termes de perf et d'architecture au niveau Itanium, mais pas que, aussi sur l'architecture à l'époque x86. Qui peinait à évoluer en termes d'architecture CPU. Et donc il y a pas mal de petites choses qui ont été récupérées de Digital Equipment et de l'architecture Alpha pour être réinjectées dans les CPU Intel, que ce soit x86 ou Itanium. Donc Itanium qui est maintenant décommissionné et donc qui est considéré plutôt en fin de vie. Voilà pour la petite histoire. Celles et ceux qui ont connu cette architecture, vous savez que c'était des très très bonnes machines. Tiens, Dominique le met en même temps que je le dis dans le chat. C'était des très très bonnes machines. J'ai travaillé plusieurs années sur cette architecture, une architecture performante, vraiment résiliente, qui était vraiment pensée industrie. Mais comme Sun Microsystems, qui n'a pas su s'adapter au marché du début des années 2000, c'est-à-dire avec des prix élevés, un marché de niche. Et donc je pense qu'ils n'ont pas réussi à imposer une vision technologique et sont morts de leur belle mort, puisque une architecture nettement moins moderne et nettement moins évoluée, qui est l'architecture x86, elle a continué de perdurer. Et effectivement, début des années 2000, on voit qu'il y a un certain nombre d'architectures qui n'ont pas réussi à supplanter, qui n'ont pas réussi à supplanter l'architecture x86, et donc on parle de l'Alpha, on parle de l'architecture Spark, on parle aussi de l'architecture MIPS, qui équipait notamment les stations Silicon Graphics qui tournaient sous IRIX. Et effectivement, il y avait comme le dit Dominique, il y avait une question de prix, mais il y avait aussi une question de machines qui était totalement inabordable, et pour le grand public, et en termes de prix, et en termes de fourniture. Et je pense qu'au début des années 2000 aussi, Google a lancé la voie à l'époque en se disant, nous, pour construire notre moteur de recherche, on ne va pas miser sur du matériel très haut de gamme, de serveurs type des serveurs fournis par Sun, etc. On va plutôt prendre des machines plutôt fabriquées en masse, des cartes mères de PC, pour ainsi dire, des cartes mères de PC pour en faire des serveurs, et pour avoir une tolérance à la panne, on va multiplier ça par je ne sais pas combien, centaines de milliers, voire de millions de machines. Et je pense que ça a vraiment ouvert la voie à l'époque. On est passé d'une industrie qui utilisait massivement des calculateurs, des serveurs haut de gamme, mais de façon très, on va dire, avec des volumes assez réduits, à plutôt des machines très très répandues, et sur lesquelles on s'est dit on va en prendre des centaines de milliers, et s'il y en a une qui tombe en panne, c'est pas grave, mais c'est du matériel qui coûte pas cher, qu'on sait fabriquer, qui est plutôt bien supporté, et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. J'ai déjà digressé. Je suis déjà en train de drifter alors que j'ai pas abordé le vrai sujet du live. En tout cas, c'était la petite minute historique de l'architecture. Donc, pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ces architectures, je vous encourage vivement à aller étudier un petit peu ce qui s'est fait à l'époque, parce que tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos serveurs, dans les architectures matérielles et aussi dans les architectures logicielles sont directement issus de ces architectures qui ont plus de 30 ans.
et qui étaient vraiment nettement en avance sur leur temps, mais qui n'étaient pas dédiés au grand public. Et vous verrez que finalement, des choses qu'on pense tout à fait novatrices aujourd'hui ne sont pas du tout, puisqu'elles étaient déjà implantées dans ces architectures dites exotiques, comme le dirait Denis alias le Finnois, où il dit effectivement la seule architecture exotique qui reste aujourd'hui, qui reste globalement vivante, c'est le Power, l'architecture Power d'IBM, avec le Power 9 qui reste globalement vivante et relativement soutenue par son principal promoteur qui est IBM. Voilà. Mais qu'on va retrouver dans différents usages. Des usages plutôt mainframe la plupart du temps, mais aussi dans des usages parfois l'architecture Power qu'on retrouve aussi dans le domaine de l'embarqué, notamment dans les domaines de l'embarqué au niveau spatial par exemple. Voilà. Bon allez, trêve de drift, on va passer au sujet principal du jour. Donc la dernière fois, je vous parlais de comment créer des paquets Debian. Donc on a vu ça on a vu Xbuild, on a vu DHbuild, donc on a vu comment créer assez facilement des paquets Debian pour impacter soit des scripts, soit du code, et pour pouvoir distribuer éventuellement vos créations. Et donc, pour distribuer vos créations, souvent, les paquets .deb qu'on va créer, on va se dire, tiens, je vais aller sur GitHub ou GitLab, et puis je vais mettre dans la section Release Download, hop, je vais uploader mes paquets. Bon, c'est très bien pour distribuer ces paquets, mais de se le faire, entre guillemets, à la Windows, genre, je télécharge le paquet, et ensuite je fais apt install / le nom de mon paquet, ou je double-clique dessus si je suis dans une interface graphique, et puis je fais installer le paquet. Mais on va quand même pas se mentir, c'est pas super pratique, notamment pour vous, si vous utilisez massivement des paquets chez vous, vous avez besoin de les distribuer de façon centralisée, donc avec un dépôt de paquets tel que Debian, Ubuntu et toutes les distributions peuvent fournir, et c'est vrai aussi pour les distributions basées sur du RPM, qui ont aussi qui utilisent le format RPM, mais qui utilisent aussi cette notion de dépôt. Donc de la même manière, là je vais vous montrer comment on crée un petit dépôt. Salut Culture Linux, bienvenue. Donc je vais vous partager mon écran. Hop, voici, avec un joli petit terminal. Donc pour créer un dépôt, déjà la première chose il va vous falloir un serveur web. Donc moi j'ai préparé un compteur LXC sur un de mes Proxmox que je vais démarrer de ce pas. Toc, il est en train de démarrer. Je vais aller me loguer dessus. Allez, je vais faire SSH. C'est le conteneur 1012. Et c'est parti. Voilà. Donc j'ai préparé un conteneur très simple. C'est une Debian 12 globalement stock, et sur laquelle j'ai fait un apt install Apache, et sur lequel j'ai juste ajusté la configuration, puisque comme il est derrière un reverse proxy, je lui dis vas-y, prends en compte le fait que tu es derrière un reverse proxy, annonce-moi les vraies adresses IP des utilisateurs, etc. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Donc ce dépôt, donc ce serveur web, hop, je vais vous le présenter ici, on va le retrouver hop, ici, donc packages.emaxfield.net, donc sur mon domaine. Donc jusque là c'est plutôt facile, pas de problème. Là vous voyez que j'ai la page standard Apache qui me dit que le serveur est correctement configuré, et que maintenant j'ai plus qu'à aller déposer mes fichiers ou le configurer un peu plus. Bon. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les paquets Debian, il y a plusieurs façons de créer des dépôts. Hop, je vais faire ça, toc, et je vais vous renvoyer. Alors, je vous partagerai les liens comme d'habitude sur le replay. Il y a une page sur le projet debian.org qui est Debian Repository. Et si vous allez donc sur cette page, vous allez vous rendre compte. Je vais agrandir un petit peu pour ceux qui sont sur mobile, hop, vous devriez mieux voir. Si vous allez sur cette page, on va vous parler d'un certain nombre de logiciels qui vous permettent de créer donc des dépôts Debian. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a vraiment un gros paquet. Le plus connu, le plus utilisé, et celui qui est utilisé par les repos officiels de Debian, c'est DAK. Donc Debian Archive Kit. Donc ça, c'est le logiciel officiel de Debian. Il a l'avantage de ses inconvénients, il a l'avantage d'être officiel, donc d'être plutôt bien maintenu. Par contre, il a l'inconvénient d'être un petit peu lourd. Il dépend de Python, il dépend de PostgreSQL, il manque un peu de documentation parce que c'est un vieux logiciel.
Donc c'est pas forcément pratique à mettre en place pour quelqu'un, pour des personnes comme vous et moi. On a envie de faire un truc un petit peu vite fait. Voilà. Et en plus, l'inconvénient, c'est que DAC, bizarrement, il n'est pas disponible en tant que distribution dans les dépôts Debian. Donc c'est vraiment une solution plutôt à réserver lorsque vous mettez en place un repository qui serait utilisé massivement. Par exemple, comme le repository Ubuntu, le repository Linux Mint, etc. Donc plutôt à réserver, on va dire, pour des distributions, puisque il demande quand même un certain travail pour qu'il soit disponible. Après, vous avez d'autres solutions, qui, par exemple, MiniDAC, qui est une version un petit peu plus light de DAC. Vous avez RepRepo, vous avez MiniDinstall, vous avez DebArchiver, vous avez DebPool, vous avez DebMarshall, vous avez apt ftp archive, etc. Donc il y en a vraiment tout un paquet, si je puis dire. Et moi je vais vous proposer qu'on fasse un petit zoom sur celui que j'utilise le plus souvent, c'est MiniDinstall. MiniDinstall, c'est vraiment une version très miniature de DAC, encore plus petit que MiniDAC. Et donc l'avantage, c'est que ce projet, on va pouvoir l'installer très facilement en une seule ligne en faisant apt install MiniDinstall, et on va pouvoir l'utiliser vraiment très rapidement. MiniDinstall, il est juste basé sur Python et les apt utils, donc c'est quand même plutôt pas mal. Il permet de générer donc des repositories qui peuvent être arborescents, ou des repositories flat où tous les points deb sont dans le même répertoire. Il permet de fonctionner soit en mode batch, soit en mode démon. Donc le mode démon, c'est-à-dire qu'on va lancer MiniDinstall, il va tourner en arrière-plan comme un démon, et il va scanner à intervalles réguliers. Par défaut, c'est 30 minutes. Toutes les 30 minutes, il va scanner un répertoire qui s'appelle incoming, dans lequel on va déposer nos fichiers .deb et les fichiers changes dont on a besoin pour pouvoir générer le dépôt, et il va générer tout ça. Alors moi, mon utilisation de MiniDinstall, c'est je l'utilise plutôt en mode batch, et je préfère mettre le déclenchement de MiniDinstall dans la cron tab. Pour la simple et bonne raison, c'est que laisser le truc tourner en arrière-plan comme ça, ça n'a pas vraiment plus d'intérêt que ça. Et puis, vu que c'est un truc en Python, etc., je suis pas super fan de le faire tourner en mode démon. Alors, c'est pas vraiment des arguments ultra durs que j'ai, mais je préfère le déclencher à la demande directement depuis ma cron tab, et je maîtrise mieux comme ça. Donc, je vais vous montrer comment le faire, sachant que si vous le lancez en mode démon, il va tourner en arrière-plan. Il vous suffit juste de créer un service systemd si vous voulez le lancer au démarrage de votre machine. Voilà. Ça, c'est qu'il ne vient pas par défaut sous Debian, en tout cas, avec le fichier service systemd, donc il faut vous le créer vous-même. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'utilise plutôt en cron tab. Donc il va permettre aussi de pouvoir signer avec votre clé GPG, votre dépôt, etc. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer comment créer un dépôt, mais je vais pas créer un dépôt signé, parce que la signature de paquet, la signature de dépôt, déjà l'autre fois, je ne vous ai pas montré comment signer les paquets, c'est un chapitre à part entière, peut-être que j'y reviendrai plus tard, comment on signe les paquets, comment on signe le dépôt. Lui, en tout cas, il permet directement de pouvoir signer le dépôt, donc de signer le fichier packages qu'on va retrouver dans le dépôt. Voilà. Donc, un des seuls inconvénients qu'a ce projet MiniDinstall, c'est que vous êtes obligé de lui fournir le .deb et le fichier changes qui est généré lors de la construction du paquet. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre le .deb et le poser directement dans le répertoire incoming en vous disant c'est bon, il va me le répartir comme il faut, etc. dans le dépôt. Non, il a besoin de son fichier changes, le fichier changes qui donne un certain nombre d'informations essentielles pour justement qui est donné par le logiciel qui a impacté, donc qui donne ces informations essentielles justement pour le dépôt, le gestionnaire de dépôt. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté tout ça, comment ça se présente? On va aller directement sur la machine. Alors comme je vous ai montré, on a toujours on a notre serveur web qui tourne en arrière-plan, hop, ici. Voilà, première chose que je vais faire, on va aller donc sur la machine, on va faire apt, allez, je vais faire un apt update, apt get update, voilà. Ça mange pas de pain. Et ensuite, je vais faire un apt install mini-d install.
Voilà, donc vous voyez, c'est juste un paquet, ça va très vite, ça pèse pas lourd. Le mini d'install est installé. Donc which mini d'install que vous allez retrouver donc dans /usrbin et pour vous prouver que c'est du Python, hein, il suffit de l'ouvrir et vous voyez que tout de suite vous avez le code source qui est ici dans un seul et même fichier Python. Donc tout est là. Donc c'est un projet qui est pas récent, hein, c'est un projet qui doit exister depuis peut-être 12 ou 15 ans. Donc c'est assez ancien. Alors toi, les QStops, vous me dites, j'ai utilisé apt-li, c'est super, c'est assez user-friendly. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est comme tout, hein. Il y a apt-li, il y a plein de gestionnaires de packages pour pouvoir créer des repos. Moi, j'utilise très régulièrement Minidinstall puisqu'il me suffit, il est très light, il me suffit à l'usage, mais apt-li est une solution qui s'entend tout à fait. D'ailleurs, côté QStops, vous pourrez faire un live sur le sujet, j'imagine. Et donc maintenant que j'ai installé Minidinstall, il a quand même besoin d'un certain nombre de choses. Je vais vous montrer minidinstall-help. Donc il nous permet donc de pouvoir fonctionner en mode batch, de pouvoir fonctionner en mode démon, etc., etc. Mais il a besoin d'un fichier de configuration. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va aller tout de suite créer son fichier de configuration. Moi, vu que je l'installe au niveau système de mon conteneur, je vais créer un répertoire /mkdir /etc minidinstall. Voilà, et je vais éditer un fichier de conf dedans, toc /minidinstall.conf. Ok, donc j'ai créé un nouveau fichier. Qu'est-ce que j'ai fait? Minidinstall, voilà. Voilà, donc j'ai créé donc ce fichier de conf vide que je vais tout de suite remplir avec un certain nombre de choses que je vais vous expliquer tout de suite. Donc déjà, on a besoin dans ce fichier de conf d'une section par défaut. La section par défaut, comme Minidinstall est capable de gérer plusieurs, dans le dépôt, plusieurs, comment je dirais, releases de type Debian. Par exemple, par défaut, il gère la release unstable qui correspond à seed dans Debian, mais par défaut, toutes les distributions qui sont basées sur Debian ont forcément une section unstable. Donc, qui sont les paquets qui évoluent très vite et qu'on ne considère pas comme étant forcément très stables. Et souvent, c'est ceux qui viennent de seed. Donc, mais vous pouvez créer d'autres distributions. Vous pouvez créer, donc en plus de unstable, vous pouvez créer stable. Vous pouvez, si vous êtes sous Debian, vous pouvez créer une section bookworm pour la Debian 12, etc., etc. Donc là, ce que je vais dire à Minidinstall dans son fichier de conf, c'est, première chose, c'est je vais lui dire où va être servi l'archive. L'archive, donc je vais lui dire où est le répertoire dans lequel Minidinstall va devoir scanner les paquets pour pouvoir gérer le dépôt. Donc là, je vais lui dire que c'est dans /var whtml debian dist. Voilà, j'essaye de respecter globalement. Alors /debian /dist, c'est la convention qui est utilisée le plus souvent par les repos Debian. Donc /var whtml, c'est le répertoire qui est servi par Apache par défaut, et je crée un sous-répertoire /debian /dist. Voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite, je vais lui donner le type d'archive. Le type d'archive, je vais lui dire simple subdir. Alors, on peut avoir deux solutions ici. C'est soit flat, ça veut dire que tous les fichiers Debian et quelle que soit l'architecture sont tous dans le même répertoire. C'est pas super cool parce qu'au bout d'un moment, si vous avez beaucoup de paquets, tout est mélangé et toutes les architectures sont mélangées dans le même répertoire et c'est un peu relou. Moi, je lui dis d'utiliser simple subdir pour la simple et bonne raison, c'est qu'il va créer des sous-répertoires par architecture. All pour tout ce qui est commun à toutes les architectures, AMD64, donc c'est juste en dessous, AMD64 et ARM64. Après, vous pourriez avoir d'autres architectures, comme les architectures MIPS, etc., etc. Je vais lui demander de générer un fichier release. Donc le fichier release qui sert, lorsque vous faites apt get, update, ou ce genre de choses, c'est le fichier release qui va être scanné pour savoir à quelle release on a affaire. Voilà. Je vais lui dire de ne pas vérifier les signatures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Minidinstall est capable de gérer les signatures des paquets et de générer les signatures pour le fichier release et tout ça. Donc moi je lui dis par défaut, comme on a dit pour l'exemple aujourd'hui, on ne va pas gérer les signatures. Je lui dis ne vérifie pas les signatures. Et par défaut, Minidinstall, il envoie un email à l'utilisateur qui a lancé, donc souvent c'est l'utilisateur root, mais ça peut être n'importe quel autre utilisateur. Il envoie un mail lorsqu'il a fait quelque chose, lorsqu'il a découvert des nouveaux paquets, qu'il les a ajoutés. Moi, j'ai pas envie qu'il m'envoie de mail, donc je lui dis mail on success, je lui dis false. Voilà. Ensuite,
je vais lui définir une distribution qui va être la distribution unstable. Moi, tous les paquets que je génère, par exemple PVE Bulk ou PVE AutoSnap ou ce genre de choses, ou XCPC, les paquets que je génère sont souvent tagués sur la distribution unstable. Ouais, je ne les considère pas rattachés à une distribution particulière. Donc je crée la distribution unstable qui est prise par défaut hein, par mini-d'install. Et si vous voulez créer d'autres distributions, je pourrais créer une distribution par exemple Emacstil ou Bookworm si c'est lié à Debian. Et il suffirait que je crée une section, hein, c'est un fichier ini, que je crée une section correspondante. Donc je vais lui dire release origin. Donc l'origine c'est Emacstil, c'est moi, c'est mon domaine. Le label c'est Emacstil. Alors là c'est juste deux libellés assez libres. La suite, c'est important, suite et codename c'est unstable. Donc ce qui va correspondre au nom de la distribution. Et la description c'est Debian unstable. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai créé le fichier de conf qui va bien pour min-id-install. Qui va me permettre donc de pouvoir le lancer déjà une première fois. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir que je crée un répertoire. Je vais aller dans /var w html. Ici, j'ai juste un fichier index.html. Allez, je vais le tèche ce fichier parce que j'en ai pas besoin. C'est le fichier par défaut qu'on voyait tout à l'heure. Et je vais créer un répertoire Debian dist mkdir-p, ça va être mieux. Donc je crée le répertoire Debian dist. Donc si je vais sur mon serveur web, que je vous ai montré tout à l'heure, je rafraîchis, j'ai ce répertoire Debian, j'ai ce répertoire dist. Je zoome un peu pour vous, voilà. Donc pour l'instant, j'ai rien dedans. Ce que je vais faire, je vais lancer min-id-install une première fois pour qu'il crée déjà l'arborescence minimale dont il a besoin pour fonctionner. Donc pour ce faire, je vais lancer la commande. Alors, min-id-install. Alors, min-id-install, alors -q c'est quiet, hein, je vais lui dire de rester silencieux, j'ai pas envie qu'il m'abreuve de plein de logs dans le terminal. Je vais lui dire, parce qu'en général min-id-install quand il fait des choses, il crache un fichier de log dans un des répertoires qu'il va créer. Moi je veux pas qu'il me crache de fichier de log, j'en ai pas besoin. Il peut cracher une forme de mini base de données locale dans laquelle il va ajouter ses fichiers, savoir un petit peu ce qu'il a déjà créé, etc. Je lui dis de ne pas utiliser cette base parce que je vais gérer très peu de paquets. Ça c'est utile quand on a beaucoup de paquets, ça lui permet d'être un peu plus efficace, un peu plus véloce. Moi ce que je vous encourage à faire, c'est quand vous utilisez min-id-install, c'est de ne pas créer de base de données. Comme ça, il n'y a plus de pas dessus et ça reste tout propre. Et à moins que vous ayez 1 million de paquets à gérer, mais a priori, min-id-install ne serait pas l'outil qu'il vous faudrait. Et sachant que si vous utilisez apt-ftp-archive, apt-ftp-archive n'utilise pas de base de données non plus pour pouvoir générer son arborescence. -b, ça veut dire il fonctionne en mode batch, c'est-à-dire donc là en CLI tout simplement. Et -c, je vais lui passer donc mon fichier de conf. Donc qui est dans /etc min-id-install.conf. Donc je le lance. Bon, il y a quelques warnings de trucs qui sont dépréciés par Python, mais ça c'est pas très grave. Et donc si je regarde dans le répertoire /var wdebian, là on voit qu'il m'a créé un certain nombre de choses. On va s'en assurer dans le répertoire ici, Debian dist. Je vois qu'il m'a créé un répertoire min-id-install, il m'a créé un répertoire unstable qui correspond à la distribution que je suis en train de mettre en place et dans lequel il m'a créé un répertoire all, donc pour tout ce qui est agnostique de l'architecture, un répertoire AMD64, ARM64 comme je lui ai demandé, et le répertoire source si jamais on a des fichiers sources, des paquets sources Debian. Voilà. Et vous voyez qu'il m'a créé finalement tous les fichiers nécessaires. Le fichier release qu'on va retrouver ici avec l'origine, le label, la suite, le codename, la description donc, du dépôt, et avec les sommes correspondant qui sont donc les SHA-256 du fichier packages ou packages.xz qu'il génère automatiquement. Et dans le fichier packages, pour l'instant j'ai rien, puisque pour l'instant j'ai mis aucun paquet. Donc là, ça y est, j'ai l'architecture, l'arborescence minimale de mon min-id-install. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, comment faire pour aller envoyer des paquets? Je vais vous montrer. Donc dans le terminal, si je vais donc dans Debian dist min-id-install, vous allez voir qu'il y a un répertoire incoming, donc qui est masqué d'Apache. Et incoming, c'est ici que je vais aller déposer tous les fichiers .deb et les fichiers changes que je veux que min-id-install mette à disposition dans le dépôt.
Donc pour ce faire, hop, je vais aller faire. J'ai déjà quelques fichiers, c'est des projets, ici, repo, packages, archives. Je dois avoir packages ici. Voilà, donc là j'ai appris les derniers points deb AMD 64 et RM 64 de mes side projects pour Proxmox qui sont PVE AutoSnap et PVE Bulk. Donc comme ça, je vais les mettre à disposition sur ce dépôt. Donc je vais aller les déposer par SFTP. Hop, c'était 10, 12. Je vais dire donc dans /var w dist midi install incoming. Et là je vais faire un put étoile. Donc là je lui envoie tous les fichiers. Hop. Je reviens sur mon autre terminal. Et maintenant, je n'ai plus qu'à relancer mini-d'install qui m'a normalement mis tous les fichiers dans Unstable. Qu'est-ce que j'ai fait? Find. Hop. Voilà. Et donc là, on retrouve bien les fichiers qui ont été mis à disposition. On peut s'en assurer ici. En remontant, allez hop, je vais dans Debian dist unstable et là je vois que à la racine d'unstable j'ai mes fichiers changes donc qui sont utilisés par apt notamment pour savoir pour avoir un certain nombre d'informations en tout cas pour mini-install pardon, pour avoir un certain nombre d'informations sur la génération du dépôt. Et donc dans AMD 64 je vais retrouver mes fichiers .deb et bulle d'info et que je vais avoir dans packages ici. Et donc là vous voyez dans packages, puisque c'est ça qui est chargé par apt, on va retrouver le nom du paquet, son architecture, son file name, le SHA-1, le SHA-256, le SHA-512, la homepage et la description du paquet. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que là on a un dépôt qu'on est capable d'exploiter. Donc si je veux exploiter ce dépôt, comment est-ce que je vais faire? En fait, ça va être très simple. Il va suffire d'aller sur la machine pour laquelle vous voulez donc déclarer ce dépôt et on va aller éditer. Donc là, par exemple, si je fais un apt-get install, donc PVE bulk, il va me dire qu'il ne le connaît pas, normal. Donc là, par exemple, sur cette machine, je vais lui dire, je vais aller éditer mon /etc/apt/source.list et je vais lui rajouter une ligne tout simplement. Donc le source.list, je vais lui rajouter la ligne qui va bien, donc qui va être celle-ci, hop, que j'ai préparée, voilà. Donc je vais lui dire deb, puisque c'est un dépôt deb, et je vais le taguer comme étant trusté. N'oubliez pas que je n'ai pas signé le dépôt et les paquets qui sont dessus ne sont pas signés. Donc par défaut, si j'ajoute ce dépôt sans lui dire qu'il est trusté, apt il va gueuler en disant ouais mais attends, moi c'est pas sécure, je veux pas utiliser ce dépôt parce qu'il est pas trusté. Donc je vais lui dire prends ce dépôt, il est trusté par défaut, donc trusted égale yes. Je vais lui donner l'adresse de mon dépôt, https://packages.maxil.net /debian/dist. Voilà, ça c'est là où je vais accéder donc au dépôt et je vais lui donner donc la distribution auquel je vais accéder et son architecture unstable/AMD64 tout simplement. J'enregistre mon fichier, un petit apt update des familles, voilà, et là si je fais apt-get install-s pve bulk, il le trouve et il est capable de l'installer. Donc là voilà, on s'est mis un dépôt tranquillement à disposition. Et donc là, vous pouvez simplement ajouter vos fichiers .deb et .changes directement dans le répertoire incoming. Donc comme je vous disais, là pour l'instant, on a fait les opérations manuelles pour que chaque fois que je mets des fichiers, je vais aller lancer mini-d install. Comme je vous ai dit, on aime bien que les choses soient automatiques. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller dans le répertoire cron.d. Hop. Donc là, j'ai un seul fichier et je vais créer un fichier. Allez, mini-d install. Et je vais lui ajouter ça, hop, et ça, voilà. Et donc mini-d install, là je vais lui dire toutes les 10 minutes, je veux que mini-d install s'exécute, tout simplement. Pardon, il me manque, c'est pas la bonne ligne, pardon. Hop.
Alors, il faut que je mette la bonne ligne avec, voilà, tout le fichier de conf. Ça va être mieux comme ça. Mini install. Toc. /etc/ mini d install / mini d install.conf. Voilà. Donc là, tout simplement, je dis au gestionnaire de cron de dire toutes les 10 minutes, tu lances mini d'install, -q-nolog, enfin exactement ce que j'ai lancé tout à l'heure en mode batch avec le fichier de conf mini d'install que j'ai créé ici. Il manque un F. Voilà. Oups, j'appuie sur la mauvaise ligne. Hop, voilà. Donc, comme ça, 4. On peut s'assurer, je vais lancer la ligne quand même pour être sûr que j'ai pas écrit n'importe quoi. C'est bon. Donc là, je sais que toutes les 10 minutes, ça va tourner. Donc, si jamais je veux déployer des nouveaux paquets, des nouvelles versions, par exemple de mes PVE Bulk, PVE AutoSnap ou XCPC ou n'importe quel paquet, je vais aller déposer les points d'eb, les points de changes dans le répertoire incoming et je sais qu'au plus tard dans les 10 minutes, ça va être traité et mis à disposition automatiquement par mini-d'install donc sur mon serveur que je vais retrouver ici. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui sur comment créer très rapidement un dépôt Debian. Donc ça pourra peut-être vous être utile dans certains cas si jamais comme moi vous créez très régulièrement des paquets que vous voulez vous les distribuer entre vos serveurs, etc. Bah, vous voyez, c'est très simple, hein, il vous suffit de mettre à disposition un serveur Apache ou un serveur Nginx ou n'importe quoi, hein, puisque là on ne distribue que du contenu statique. Donc vous mettez votre serveur web préféré en marche sur un serveur, vous installez mini d'install, vous écrivez le fichier de conf tel que je vous l'ai montré là, et vous n'avez plus qu'à aller populer votre fichier cron aussi, et vous n'avez plus qu'à populer donc votre répertoire incoming de mini d'install, et vous savez que très régulièrement vos packages vont être mis à disposition. Et vous pourrez donc en déclarant votre dépôt dans votre fichier source.list, directement faire les apt install depuis vos machines. Vous voyez, donc ça n'a rien de sorcier. Donc, beaucoup de personnes pensent que mettre à disposition un repo Debian c'est compliqué. Bah là c'est une façon relativement simple de le faire. Alors comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a beaucoup de logiciels, par exemple DAC, Mini DAC, plein d'autres qui sont ou apt-li qui peuvent le faire. Avec parfois des fonctionnalités en plus, d'autres des fonctionnalités en moins. Si vous gérez un très gros dépôt, évidemment je vous encourage à utiliser un gestionnaire de dépôt qui va utiliser plutôt une base de données, qu'elle soit Postgre ou SQLite, parce que dès que vous commencez à avoir des milliers de paquets, bah, en fait le scan, l'indexation et la génération du dépôt prend du temps. Donc les bases de données vont permettre de pouvoir accélérer dans une certaine mesure les opérations. Mais sinon, si vous gérez un tout petit dépôt pour votre usage personnel ou votre usage d'entreprise et que vous n'avez pas des milliers de paquets, voilà, mini d'install peut très bien faire le taf à moindre frais et à déployer. Vous voyez, c'est très simple. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Ça vient en tout cas compléter le sujet que je vous avais donné il y a 15 jours sur comment créer des paquets Debian. Peut-être que je ferai un live ponctuellement justement pour montrer la signature des paquets, comment ça se passe, parce que je pense que c'est important, notamment en 2024, de montrer comment fonctionne la signature des paquets, comment fonctionne la signature du dépôt, etc. Là, je ne l'ai pas montré pour aller au plus simple, mais évidemment, il y a le petit truc en plus à faire, sachant que ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. S'il suffit de générer une clé GPG et de dire à votre gestionnaire de paquets de l'utiliser pour signer. Hein. Donc, en gros, pour celles et ceux qui veulent le faire, j'ai envie de dire RTFM. Hein. Donc, Read the Funking Manual, vous allez voir, c'est expliqué, c'est très simple à utiliser. Pour mini d'install, il suffit de lui dire quelle clé GPG il utilise et il va signer automatiquement le dépôt. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de mystère. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si l'ami Thierry stream aujourd'hui. Donc est-ce que quelqu'un peut me dire ou pas dans le chat si l'ami Thierry stream? Ouais, Thierry stream. Bah écoute Thierry, on va donc aller faire le petit raid des familles sur ta chaîne. J'espère que tu nous as préparé plein de jolies choses à nous partager.
J'espère que ce sujet autour du packaging Debian vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux, à faire j'aime, à dire ah ouais tiens on a montré comment créer des paquets, comment créer un dépôt, etc. On a démystifié le truc. La dernière fois, le replay que j'avais partagé n'avait pas fait beaucoup de vues, mais bon, je pense que l'algorithme de YouTube n'aime pas trop ce genre de sujet. En tout cas, n'hésitez pas à partager. Le replay sera en ligne donc cet après-midi. Ça vous permettra de revoir ça à tête reposée. Puis si vous avez des questions, feel free comme d'habitude. Hein. Envoyez-moi vos questions soit via Twitter X, soit Blue Sky ou en DM ou en mail ou ce que vous voulez. Et puis je serai ravi d'y répondre. Et puis Quistops, les amis de Quistops, allez voir aussi leur live. Ils font des lives sur Twitch assez régulièrement. Et du coup, Quistops, peut-être que vous pourrez montrer, ça peut être un des sujets que vous pouvez faire, montrer comment vous utilisez apt-li justement pour déployer vos paquets deb. Voilà, ce sera une autre façon de faire. Ça viendra compléter assez naturellement le sujet que je vous ai partagé. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. On va préparer le raid des familles pour Titimobi. Hop. Voilà, normalement, le raid est créé. Donc, on va aller rejoindre Thierry. Donc, Gustave Sudi, on live ce soir à propos de Dagger. Bah écoute, super. Bah, je pense pas que ce soir je pourrai le regarder, mais je regarderai le replay en tout cas avec un plaisir non dissimulé. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain live. D'ici là, bon, je vous fais plein de bisous, plein de poutou-poutou. Passez une très très bonne semaine. Et puis, à la semaine prochaine alors. Allez, ciao ciao, bye bye.